Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous pour cette table ronde sur le sujet « Quel est le prix de nos valeurs ?» Vaste question. Alors nos valeurs, déjà qui je suis, j'ai un petit mot sur qui je suis. Je suis Émilie Kovacs, journaliste. Je suis la rédactrice en chef du média The Good, qui est un média qui s'intéresse à la transition écologique des entreprises et des territoires, qui existe depuis 5 ans. Je suis également ambassadrice du Pacte européen pour le climat. Alors nos valeurs guident nos choix, façonnent nos engagements et définissent la société que nous voulons construire, mais dans un monde où les pressions économiques, politiques et sociales sont intenses, ces valeurs ont-elles un prix? Faut-il les négocier, les défendre coûte que coûte, ou parfois les adapter? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce dilemme fondamental. Comment concilier nos convictions avec les réalités du terrain? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour rester fidèles à nos valeurs? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi, alors je commence par Alain Caravec, qui est directeur général de Nature et Découverte. Bonjour. Bonjour, enchanté. Marine Calmet, juriste, présidente de l'association Wild Legal. Bonjour. À côté, il y a Benoît Queré, qui est président de l'Autorité de la concurrence. Bonjour Benoît. Bonjour. Et Christian Gaulier, directeur de l'école TSE Économiste. Bonjour. Je vais vous demander, tous les intervenants, de... J'ai salué la salle avec Voilà, d'activer votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre partout dans la salle. Pour commencer, j'aimerais vous poser la question à tous les quatre. Quelle est votre définition de la valeur en 2025 ? Alain. Je suis le premier, donc. Ok, très bien. Non, bah écoutez, ah oui, on m'entend ? Oui, mais il ne faut pas trop s'éloigner. Il ne faut pas trop s'éloigner. Ok, je vais rester proche. Bah, écoutez, la valeur de l'engagement, en fait, pour nous, alors déjà, c'est une question qui nous parle chez Nature et Découverte, parce que l'engagement, c'est intrinsèquement dans notre ADN. Ça a été la raison d'être de la fondation de l'entreprise en 90 par la famille Le Marchand. Cette question de la valeur, elle dépend aussi du sens qu'on va mettre dans ces valeurs. Et aujourd'hui, pour nous, depuis 90, on a un fil rouge. Je dirais même que c'est notre ADN. C'est que nos valeurs guident la manière dont on veut développer l'entreprise et proposer les produits que nous avons dans nos magasins à nos clients. Et aujourd'hui, je me répète, il y a ce fil rouge extrêmement puissant qui est vécu dans l'ensemble de nos magasins, par l'ensemble de nos équipes, du siège au terrain, avec un engagement très fort au travers de notre fondation aussi. Donc la valeur aujourd'hui de l'engagement chez Nature et Découverte, c'est le quotidien. C'est ce qui est réalisé au siège, ce qui est réalisé en magasin, ce qui est réalisé au travers de la fondation. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est tout ce qui est factualisé au travers de notre offre produit, où on essaye d'avoir un vrai travail responsable au niveau de la conception. C'est tout ce qui est réalisé au travers de la fondation, avec plus de 150 projets tous les ans qui sont financés autour de la biodiversité et de l'éducation à la biodiversité. Donc voilà, nous, notre engagement aujourd'hui, il est le même depuis maintenant plus de 30 ans. Et il se retrouve dans toutes les composantes de l'entreprise. Oui, effectivement, on va en parler un peu plus dans le détail. Marine, alors, pour vous, quel sens a le mot valeur? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? En fait, pour présenter rapidement Wild Legal, puisque je pense que tout le monde ne connaît pas, Wild Legal est une association que j'ai cofondée en 2019 et qui est engagée pour la reconnaissance des droits de la nature en France. Et en fait, le terme de valeur, moi, il me renvoie évidemment à ce qui n'en a pas aujourd'hui. La nature n'a aucun droit, aucune existence valorisée au sens de nous, personnes, êtres humains, et de nos propres droits. Et la question de la valeur aujourd'hui dans le mouvement des droits de la nature, c'est justement de redonner une place, une dignité à tous ces êtres qui ont été invisibilisés par notre société, par justement ces valeurs dominantes qui sont celles du monde occidental et qui reposent quasi exclusivement sur la recherche de profits immédiats, court-termistes. Et donc la question des valeurs, elle est centrale pour reconstruire une société autour d'autres piliers de valeurs, justement, pour limiter l'érosion de la biodiversité, pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Il s'agit de s'inspirer, de faire aussi
œuvre de partenariat avec d'autres sociétés qui ont des valeurs radicalement différentes. Pour celles et ceux qui étaient à la conférence de ce matin avec Philippe Descola, je suis sûre qu'il en a parlé, de ces autres peuples, notamment autochtones, qui valorisent la place de la nature, qui partagent, qui coexistent dans une recherche d'harmonie, justement, avec les autres qu'humains. Et donc, pour le mouvement des droits de la nature, l'idée est d'ancrer nos valeurs aussi dans un système juridique qui protège ces valeurs pour nos générations, celles qui vont nous suivre, et reconstruire une société qui donne de la place, qui laisse exister les autres et qui se reconstruit autour d'un système de valeurs profondément différent de celui qui cause aujourd'hui l'effondrement de notre monde. Merci beaucoup, Marine. Même question pour vous, Benoît, sur cette notion de valeur. Quelle valeur elle a pour vous? Merci, merci Émilie, et merci de l'invitation. Alors, je vais peut-être répondre en deux temps. Je vais répondre sur la valeur, bien sûr, et je voudrais dire un mot du prix, puisqu'il y a les deux mots dans le titre de cette session, et du rôle que peuvent jouer les prix. Alors, l'autorité de la concurrence est une autorité administrative, donc moi je me place du côté de l'État, du côté des régulateurs, de la régulation. Et la question qu'on va se poser face à toutes les questions environnementales, qu'elles soient climatiques ou plus largement, et toutes les questions de soutenabilité, c'est finalement, est-ce que le mécanisme de marché va bien fonctionner pour permettre à l'économie d'atteindre les résultats et les valeurs que souhaite la société? Et on sait que les marchés, spontanément, ne fonctionnent pas bien. Donc on a fait un choix collectif qui est d'être en économie de marché parce que c'est le moins mauvais des systèmes, mais on sait que c'est un système qui ne fonctionne pas bien, de toutes sortes de manières qu'on peut discuter. Donc moi, mon rôle dans cette affaire, le rôle de l'autorité de la concurrence, c'est de faire en sorte que le fonctionnement des marchés livrés à eux-mêmes ne donne pas des résultats qui soient préjudiciables soit aux participants eux-mêmes, donc, et notamment aux consommateurs, mais pas seulement à eux, aussi aux entreprises qui achètent des produits à d'autres entreprises, etc. Et surtout qui arrivent à un résultat qui est conforme aux valeurs de la société. Et c'est pour ça que l'autorité de la concurrence, depuis plusieurs années, s'est engagée sur les questions environnementales. Je peux expliquer plus en détail comment plus tard dans la discussion, en donnant des exemples concrets, mais pour notamment sanctionner des comportements d'entreprise qui s'opposeraient à la transition climatique ou écologique. Donc on est vraiment là pour faire en sorte que le marché ne soit pas livré à lui-même et donne des résultats qui sont conformes à ce qu'attend la société. Après, il faut que la société nous le dise, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on peut entendre des gouvernements, des parlements, de la société civile, des messages contradictoires. On est une autorité administrative indépendante, donc ça pose une question politique fondamentale pour nous, qui est comment faire sens du message que nous envoie la société si le gouvernement, le parlement, la société civile nous disent des choses différentes, et quelles responsabilités on peut prendre face à ça. Donc ça, on peut en parler aussi, c'est une question politique. Dernière remarque sur le prix, puisque la session est sur le prix de nos valeurs. Et au risque d'être contredit par Christian Gaulier, qui est un bien meilleur économiste que moi, mais je suis quand même économiste et pas juriste, contrairement à ma voisine, le prix n'est pas toujours la bonne mesure. Et on a en concurrence, en régulation de la concurrence, on a très longtemps raisonné uniquement sur la base des prix. Donc on sanctionne des cartels parce qu'ils vont augmenter le prix pour le consommateur. On sanctionne des comportements de prix excessifs ou au contraire de prix prédateurs, c'est-à-dire de prix qui visent à sortir les concurrents du marché, et ainsi de suite. Or, sur les questions environnementales et aussi sur toute une série de questions nouvelles qui sont les questions numériques, on se rend compte que le prix n'est pas forcément la bonne jauge, la bonne manière de regarder les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a désormais des marchés où tout est gratuit, donc typiquement les marchés numériques, où beaucoup de choses sont disponibles gratuitement sur des plateformes. Et ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus, mais il faut les regarder différemment, parce que le sujet, ça ne sera pas le prix en lui-même. Il y a des marchés où il pourrait y avoir un prix, mais il n'y en a pas. Donc je peux donner un exemple. On a sanctionné très lourdement Google, qui refusait initialement de rémunérer les articles qui étaient postés sur le moteur de recherche, au titre de la législation sur les droits voisins. Et donc d'abord, Google nous a dit, en fait, tout ça n'a pas de prix. Ensuite, ils nous ont dit, on leur a dit, si, il y a un prix, dites-nous quel est le prix. Ils nous ont dit, ah oui, il y a un prix. Alors on a beaucoup réfléchi et en fait le prix c'est 0. Bon, alors on n'était pas allé bien loin, donc on leur a mis 500 millions d'euros d'amende. Alors là, ils se sont mis quand même à réfléchir plus sérieusement
Et on a créé un mécanisme de négociation entre Google et les éditeurs de presse pour protéger le modèle économique des éditeurs de presse. Donc là, on part d'une situation où il n'y avait pas de prix, où on a un acteur très puissant qui nous dit le prix c'est zéro, et il faut que la puissance publique intervienne pour créer un prix. Et ça pourrait se décliner dans d'autres domaines. Donc le prix, ce n'est pas immanent, contrairement à ce que pensent souvent les économistes, c'est quelque chose qui se crée, et parfois il faut une intervention pour que le prix apparaisse, et puis parfois on va se rendre compte que le prix n'est pas le bon, évidemment. Par exemple, valoriser la biodiversité avec le prix du carbone, je pense qu'on a compris maintenant que ce n'était pas une bonne chose. Alors qu'il y a 10 ans, beaucoup d'économistes pensaient que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc la question aussi, c'est quel est le bon prix qui va prendre en compte toutes les externalités sur un sujet donné. Voilà. Merci beaucoup, on va en parler effectivement. Qu'en pense Christian? Alors, moi, je vais rester au niveau normatif. Je vais donc parler de valeur plutôt que de prix. On a besoin de valeur parce que même Robinson Crusoe sur son île déserte, il a besoin de faire des arbitrages. Il ne peut pas à la fois passer sa journée au soleil et manger ce qu'il n'aura pas chassé. Donc aujourd'hui, dans notre société, on veut plus de pouvoir d'achat, on veut plus d'environnement, et c'est difficilement compatible. Donc la valeur est l'expression des arbitrages qu'on doit faire. Il faut donner la valeur aux choses qui nous sont chères. Et beaucoup de choses qui nous sont chères n'ont pas de prix, ce qui implique un certain nombre d'inefficacités. Donc aujourd'hui, par exemple, si je prends le problème par la petite lorgnette plutôt que par le problème de la big picture du changement climatique, par exemple, les entreprises aujourd'hui, on leur demande d'avoir une responsabilité sociale et environnementale au-delà de leur volonté de faire du profit. Comment l'entreprise doit-elle arbitrer entre son profit et l'amélioration du bien-être de ses clients, de ses employés, de ses investisseurs? Comment doit-elle tenir compte de son impact sur la biodiversité? Comment doit-elle tenir compte de son impact sur les inégalités, en particulier de genre? Comment doit-elle prendre en compte son impact sur l'espérance de vie, sur la santé de ses employés, de ses clients? Comment doit-elle tenir compte de son impact sur le changement climatique? Bien, pour y arriver, elle doit mettre des valeurs sur les choses. Par exemple, il y a des tas d'entreprises aujourd'hui qui ont mis en place un prix interne du carbone, qui leur permet d'intégrer leurs responsabilités climatiques dans leurs décisions d'investissement, dans leurs décisions d'acheter des voitures électriques, etc. Et ça, en fait, ils disent un prix interne du carbone. En fait, c'est une valeur interne du carbone. Et donc voilà, il faut faire des arbitrages et mettre des valeurs sur les choses, permettre de faire des arbitrages, parce qu'on va pouvoir mettre sur la même, on pourra mesurer en euros, si vous voulez, si on exprime ces valeurs en euros ou en dollars, tout ce que vous voulez en temps de production, etc. Ça permet de comparer des choses comparables. C'est difficile de comparer des carottes avec des pommes de terre, même chose. C'est difficile de comparer du profit avec des tonnes de CO2. Mais pour pouvoir rendre des choses comparables, on met une valeur sur les choses. Combien nous devrions, nous, collectivement et individuellement, être prêts à sacrifier en termes de pouvoir d'achat pour obtenir plus d'environnement, moins de changement climatique, etc. Je vais vous donner juste un exemple qui est un peu plus concret. Imaginez que vous êtes le patron d'ArcelorMittal et vous réfléchissez à la décarbonation de votre production de l'acier. Alors aujourd'hui, avec les hauts fourneaux, pour produire une tonne d'acier, on émet 2 tonnes de CO2. D'accord. Alors il existe aujourd'hui des technologies qui permettent de se passer du charbon qui est utilisé comme vecteur de réduction et de chauffage du minerai d'oxyde de fer. C'est de l'arc électrique avec de l'électricité produite à partir de panneaux solaires et de l'hydrogène qui est elle aussi produite avec des panneaux solaires et électricité qui permet de produire de l'hydrogène qui, elle, va être utilisée comme élément de réduction de l'oxyde de fer. Mais ça, le problème, c'est que pour cette technologie-là, alors on n'en sait pas trop le coût exact parce qu'il n'y a pas encore de choses à l'échelle de production importante d'acier, mais on pense que voilà, c'est essentiellement la tonne de CO2 produite avec du charbon en Europe coûte autour de 600 €. On pense que produire la même tonne d'acier avec la méthode décarbonée, c'est 1 200 €.
D'accord ? Donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, nous, parce que finalement, c'est le consommateur d'acier qui va payer, bien entendu, est-ce que nous sommes prêts, nous, collectivement, à interdire à ArcelorMittal de continuer à utiliser du charbon, en sachant que ça impliquera une perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs d'acier de l'ordre de 600 euros de coûts supplémentaires, de prix supplémentaires de la tonne d'acier qu'ils consomment dans leur voiture, dans leur maison, etc. Autre exemple, remplacer le kérosène par du kérosène fossile dans nos avions. Le kérosène aujourd'hui coûte autour de $700 la tonne. On pense que le kérosène fossile, kérosène synthétique, c'est produit aussi avec du hydrogène vert, etc. Mais ça coûte entre 5 et 10 fois plus cher. Donc évidemment, une partie de la solution à la décarbonation de l'aviation, c'est la sobriété, bien entendu. À ces coûts-là, on ne pourra pas, si on obligeait Air France à passer à 100% sur du kérosène synthétique, bien entendu que l'effet sur le prix serait majeur et ça impliquerait une baisse de consommation de l'avion. Voilà, donc ce sont des problématiques très concrètes. Je vous donne juste un exemple. Hier, vous avez peut-être vu passer, je m'arrêterai là, pardon, vous avez peut-être vu passer dans la presse que Euronext, qui est propriétaire de l'indice CAC 40 et qui a mis en place depuis quelques années un CAC 40 ESG, eh bien, selon les nouvelles règles d'Euronext, Euronext devait éliminer du CAC 40 ESG toutes les firmes de la défense, Airbus, Safran, Thales, de son CAC 40 ESG, parce qu'ils ont leur nouvelle méthode d'évaluation, la valeur négative, évidemment, de produire des armes était considérée telle que ces trois entreprises productrices d'armement, de façon conséquente pour au moins une d'entre elles, faisait qu'elle sortait du CAC 40 ESG. Quelle est la valeur, Alors aujourd'hui, évidemment, l'armement, c'est une valeur correspondant à nos libertés, protéger notre démocratie, nos libertés. C'est aujourd'hui, à court terme pour les Européens, produire des armes supplémentaires. Donc c'est un peu curieux. Donc finalement, ils ont fait marche arrière hier soir. C'est un peu curieux de sortir du CAC 40 ESG. Ils ont fait marche arrière hier soir, tout à fait. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais dans le comité scientifique en charge de cette décision en fin d'après-midi. Merci Christian. J'aimerais savoir, puisqu'on parle des entreprises et de la difficulté de concilier impact économique, résultats économiques, financiers et extra-financiers, vous avez certainement tous entendu parler des normes de la directive CSRD et CS3D qui ont été remises un petit peu en cause ces derniers temps, qui pourtant valorisaient en Europe les résultats extra-financiers des entreprises. Comment est-ce que, dans ce contexte-là, chez Nature et Découvertes, vous continuez à poursuivre malgré tout vos objectifs extra-financiers avec, pour vous, la conviction que ça a énormément de valeur pour votre entreprise? Très simplement, déjà, on évite... Pardon. Hop, voilà. Déjà, on évite d'opposer les concepts. Aujourd'hui, on peut très bien faire coexister, et on le fait au quotidien, profit, rentabilité et respect de nos engagements. Et comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est une colonne vertébrale chez nous. Alors, comment on y arrive Oui, parce qu'on est... On va y arriver avec ce micro. On est quand même dans un contexte économique hyper tendu. Oui. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à assurer de tous les côtés, j'allais dire, est-ce que ça n'a pas de préjudice sur votre activité, justement? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir ça crée une vraie complexité. Voilà. Ça, on ne va pas se dire le contraire. Ça crée une vraie complexité, mais on reste droit dans nos bottes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le client comprenne la valeur de ce qu'on lui propose, de donner du sens à son achat. Et ça, on ne peut le faire que par la pédagogie. Mais je dirais que cette pédagogie, elle se fait dans les magasins, auprès des clients, mais elle se fait aussi en interne, dans l'organisation même de l'entreprise. C'est-à-dire que si on veut justement éviter de tomber dans le greenwashing, aujourd'hui, je ne connais pas une entreprise qui ne dise pas l'écologie c'est super, on doit tous être responsables, tout le monde le dit. Maintenant, si on regarde dans les faits, comment est-ce que ça se factualise? C'est là où la différence se fait.
Et chez Nature et Découverte, Oui, puisque c'est vous dans, me le posez, modèle, dans voilà, le modèle d'affaires. Comment est-ce que exactement. ça Vous me transforme posiez vraiment votre modèle d'affaires? Voilà, vous me posiez la question sur Nature et Découverte. Ouais. Déjà, c'est en infusant tous ces concepts à l'intérieur de l'entreprise. Chez Nature et Découverte, très concrètement, nous sommes organisés pour que ces engagements et ces valeurs ne soient pas du greenwashing, mais soient des réalités qu'on retrouve dans nos magasins, qu'on retrouve auprès de nos produits, dans la conception même de nos produits, dans les matériaux utilisés auprès de nos produits, dans le type de produits que nous proposons. Voilà, Déjà, ça, c'est une première réalité. En magasin, dans les produits et dans ce qu'on propose aux clients. Mais aussi, comme je vous le disais, dans l'organisation même de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, aujourd'hui, les sujets de RSE, les sujets d'engagement sont infusés dans toutes les dimensions de l'entreprise. Je vais vous donner des exemples très concrets pour que ce soit parlant. Aujourd'hui, au niveau de notre direction de l'offre produit, on a des postes sur la durabilité produit qui sont là pour challenger justement à chaque fois qu'on a envie de lancer de nouvelles gammes de produits, de nouveaux univers produits, pour être un petit peu les vigies et s'assurer qu'on respecte un certain nombre de critères de durabilité dans la conception de nos produits pour que nos clients soient confiants d'acheter dans les magasins Nature et Découverte. Donc, comme quoi, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un produit? J'en ai plein. Par exemple, on a une de nos filiales qui produit des senteurs, des parfums. Ben, on va aller travailler uniquement sur de la senteur naturelle. On ne va pas travailler sur de la senteur synthétique. On va avoir des produits fabriqués avec du bois, du plastique. Les plastiques seront en plastique recyclé. Le bois sera issu d'exploitations qui respectent des critères de durabilité et des labels de durabilité. Voilà, ça, c'est une réalité opérationnelle et que peu d'enseignes aujourd'hui assument et proposent à leurs clients. Aujourd'hui, mais ça vous coûte plus cher de faire ça, puisqu'on parle de prix? Ça dépend à quoi on se compare, en fait. Ça dépend à quoi on se compare. C'est ça qui est assez terrible aujourd'hui. On a un champ des possibles en termes de canaux d'achat qui est énorme, qui n'a jamais été aussi riche et pléthorique. Le tout, c'est que le client, je me répète, comprenne ce qu'il achète. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que vous allez avoir un produit X que vous allez avoir l'impression de retrouver un peu partout sur différents sites, différentes enseignes physiques et autres, sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Un produit que vous allez voir chez Nature et Découverte, potentiellement, vous pouvez voir un produit identique sur plein d'autres enseignes, à des prix significativement inférieurs. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que ce n'est pas le même produit. Il n'aura pas été conçu de la même manière, il n'aura pas été produit de la même manière, les matériaux utilisés n'auront pas le même niveau d'exigence que celui qu'on peut avoir chez Nature et Découverte. Et ça, on l'assume complètement. Après, on ne vit pas sur un nuage, hein. Attention, on est tout à fait conscient du contexte économique, inflationniste, donc on s'adapte aussi, ça nous oblige à avoir un dialogue constant avec nos fournisseurs, avec nos usines partenaires, bien évidemment. Et avec vos consommateurs, pour leur expliquer peut-être que s'ils achètent ce produit qui sera plus cher chez vous, il va durer plus longtemps dans le temps, j'imagine, plutôt qu'un autre qui sera de moins bonne qualité. Tout à fait. Et ça, c'est un de nos enjeux, c'est d'infuser cet ADN-là en magasin, sur nos produits, même très basiquement sur les packaging de nos produits, bien expliquer à nos clients que lorsqu'ils achètent un diffuseur d'huiles essentielles en bois et en plastique, ce n'est pas le même que celui qu'ils pourront trouver dans une enseigne X, Y ou Z. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à une concurrence même internationale. Il y a énormément de très gros sites asiatiques qui donnent le sentiment de vendre les mêmes produits. Dites-vous une chose, ce ne sont pas les mêmes produits. Ils ne respectent pas ces critères que nous imposons. Et on se les impose de bonne guerre parce qu'aujourd'hui, par ces critères-là, on s'engage auprès de nos clients. Je vais vous donner des exemples très concrets. On a à peu près chez Nature et Découverte un catalogue de 2900 références. On a plus de 60-70% de ces références qui, aujourd'hui, respectent des critères de durabilité très stricts. On s'en est fixé 25 chez Nature et Découverte et on a à peu près 60-70% de notre inventaire produit qui respecte tout ou partie de ces critères de durabilité. Donc, on parlait d'engagement tout à l'heure. Ça, c'est un engagement très fort. Non, je ne rentrerai pas dans la guerre du petit prix avec tous les acteurs qui aujourd'hui sont sur ce terrain-là, parce que, d'une part, ça détruit de la valeur, et d'autre part, ça n'apporte rien au client. Parce que ce produit, il va falloir le renouveler au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Donc, le bénéfice-prix, en fait, devient négatif. Donc, chez Nature et Découverte, aujourd'hui, notre engagement, c'est d'être transparent, le plus transparent possible,
vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de la nature des produits que nous proposons, et d'être droit dans nos bottes, mais vraiment c'est le cas depuis maintenant plus de 30 ans, d'être droit dans nos bottes sur la qualité de ce qu'on propose au sein de nos magasins, et d'infuser cet ADN au sein de l'entreprise, dans toutes les composantes de l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, dans tous les magasins Nature et Découverte, vous avez ce qu'on appelle un représentant réseau vert. Et ben, ce représentant réseau vert, il a la charge, il a la responsabilité de diffuser justement les messages de l'entreprise sur la biodiversité, les différentes initiatives qui sont menées. On a David Seff dans la salle qui est le patron de notre fondation. Ben, cette fondation, c'est pas du blabla. Cette fondation, elle existe depuis 1994. Elle a financé à peu près quasiment 20 millions d'euros de projets autour de la biodiversité et de l'éducation à la biodiversité. Si je prends l'année 2024, on a financé à peu près 150 projets autour de la biodiversité et de l'éducation. Voilà, ça c'est du concret. C'est pas du greenwashing. On n'est pas là à vouloir montrer un bilan RSE vertueux de manière bête et méchante. Notre engagement, il est factualisé au travers de ce qu'on propose en magasin et de la nature de ce qu'on propose, mais aussi au travers de nos engagements au travers notamment de la fondation, qui nous permettent de financer, comme je vous l'ai dit, plus d'une centaine de projets chaque année, en local, en national. Merci beaucoup. Sur l'évaluation du coût des valeurs écologiques, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Christian Gaulier. D'un point de vue économique, est-il possible réellement de monétiser les valeurs écologiques, telles que la biodiversité ou encore la qualité de l'air dans les modèles économiques actuels? Quel est le prix, selon vous, de la nature dans nos équations économiques? Si vous me permettez, je veux corriger. Quelle est la valeur de l'environnement dans nos modèles économiques? Le prix, c'est une question d'incitation pour que chacun prenne en charge ses responsabilités face à cet environnement. Mais si je reprends l'exemple de Robinson Crusoe tout à l'heure, il aura ses valeurs de la valeur travail, la valeur loisir, la valeur de sa consommation, c'est son choix, c'est sa décision. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous devons collectivement prendre des décisions face à la préservation de la nature, face au pouvoir d'achat. Et ça implique qu'on ait un débat collectif sur quelles sont ces valeurs pour demander à l'État, au service de l'État, de faire des évaluations des politiques publiques qui permettent d'atteindre le meilleur compromis entre ces différents objectifs contradictoires. Donc, comment l'État valorise-t-il les choses quand il fait ces évaluations, quand il prend les décisions d'imposer, par exemple, je prends un exemple qui n'est pas si théorique que ça, la réduction de la vitesse maximum sur autoroute à 110 km/h, quand vous savez que c'était une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat qui a été rejetée par Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron rejette ces propositions-là? Parce que selon ses calculs, et 2 ans avant la Convention, il y avait eu un rapport qui avait fait ce travail au sein de la Direction générale du développement durable, qui avait dit non, passer de 130 à 110, ça détruit de la valeur. Et quels sont les principaux arguments? Réduire la vitesse maximum au volant, ça améliore l'efficacité énergétique du moteur. Donc vous allez consommer moins d'essence, vous allez donc émettre moins de CO2, mais vous allez mettre plus de temps pour aller du point A au point B. Et donc ça, c'est un coût. Il y a des bénéfices, donc il y a des coûts. Et donc, en valorisant le temps perdu dans sa voiture parce qu'on va rouler à 110 plutôt qu'à 130, et comparer ça dans la balance avec les bénéfices de la réduction de consommation d'essence et les bénéfices en termes de réduction de CO2, il avait calculé que, étant donné la valeur qu'il donnait au temps, baisser la vitesse à 110 détruisait de la valeur collective. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, les gens, quand ils ont le choix entre rouler entre 130 et 110, roulent à 130. Donc ça confirme bien cela. Donc ça me permet de venir sur la méthodologie utilisée par les économistes pour tenter d'estimer vos valeurs. Parce qu'il ne s'agit pas que l'État détermine de façon paternaliste les valeurs que la société devrait avoir pour conduire nos politiques. Non, bien entendu que pour être efficient, pour conduire à l'optimum social, à un bien commun, il faut qu'on utilise les valeurs des gens. Et donc là, on peut l'estimer en regardant les comportements de ces gens. Par exemple, dans les années 60,
70 et 80, les premiers économistes qui se sont intéressés aux problématiques de valeur des biens environnementaux ont regardé la valeur immobilière. Les valeurs immobilières dans des villes américaines, ils comparent deux maisons exactement identiques dans des endroits différents, mais la maison A est dans un environnement plus pollué que la maison B. Eh bien, on constate qu'évidemment, les gens préfèrent vivre dans des zones moins polluées parce que ça implique plus une meilleure santé, etc. Et la santé, c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur. Eh bien, en estimant le différentiel de prix des biens immobiliers entre les zones polluées et les non polluées, on peut en déduire ce que les gens sont prêts à payer pour vivre dans des endroits moins pollués. Un autre exemple, la valeur du temps, justement. La valeur du temps, mais vous pouvez regarder combien les gens... Quand les gens ont la possibilité de travailler des heures supplémentaires, par exemple, moi, je peux en donner 1 heure de cours supplémentaire dans mon université et me payer 50 € pour 1 heure d'enseignement. J'ai 3 heures de travail à la maison pour corriger les copies, etc., etc. Mais donc voilà. Donc si j'accepte de travailler 1 heure de plus, de donner 1 heure de cours en plus, ça veut dire que je valorise mon temps de loisir de moins que 50 € par heure. Donc ça donne aussi une information que l'État doit utiliser. C'est bien ce qu'elle a fait quand elle a fait le calcul sur les 130 km/h. Elle a utilisé un prix du temps perdu à partir de l'observation de ces genres de comportements. Je vois Marine réagir. J'aimerais bien lui laisser la parole. Pardon, c'est peut-être parce que je ne suis pas économiste, mais alors moi, je ne raisonne pas du tout comme ça. Hein. Je sais. Non, mais attendez, parce qu'il y a quand même quelque chose. Vous dites l'État ne définit pas les valeurs, il faut se tourner vers les gens. Or, la valeur sociale, c'est ce que nous transmettons tous les jours par notre programme éducatif, l'enseignement que nous fournissons dans les écoles. Nous construisons les enfants et les générations de demain à travers nos piliers de valeurs qui sont en théorie égalité, fraternité, liberté, les piliers de notre République et qu'on apprend dans l'école de la République. Et donc, dire il faut observer les gens, qui sont ces gens, non, nous transmettons des valeurs. La valeur est un produit social. Et pas, comme vous le dites, quelque chose qui serait à observer sujet par sujet. Pour moi, il y a quand même un lien avec cette idée que nous nous formons en tant que collectif. Nous ne sommes pas une collection d'individus, nous sommes un corps social. Nous faisons ensemble quelque chose qui devrait être une œuvre collective, justement, et qui est réduit, malheureusement, par la concurrence, par des valeurs de compétition, justement, à ce regard ultra-individualiste, individu par individu, ce qui nous oppose au lieu de ce qui nous rassemble. Et ce que je voulais dire aussi, vous soulevez un élément qui me semble absolument central. Vous parlez de quelle est la valeur pour les gens de vivre dans un environnement non pollué qui pourrait être corrélé au prix qu'ils mettent à acheter un terrain ou une maison. Pardon, mais c'est pas la question. Les gens, ils achètent. Si vous avez le choix d'élever vos enfants sur un terrain pollué, c'est pas un choix, c'est quelque chose qu'on subit. C'est une injustice sociale. La plupart des gens qui vivent dans des terrains qui sont pollués sont eux-mêmes victimes en fait d'un modèle prédateur, victimes et les conséquences malheureusement d'un modèle économique qui ne respecte ni la terre ni les gens. Parce que où est-ce que vous voyez aujourd'hui des gens qui vivent sur des terrains pollués? Mais c'est des gens qui n'ont pas d'argent. C'est des gens qui n'ont pas le choix, en fait, que d'habiter sur ces endroits-là. Et là, encore une fois, c'est normalement, hein, l'État est garant de nous fournir à tous le droit de vivre dans un environnement sain. C'est écrit noir sur blanc dans la charte de l'environnement. Nous avons le droit à un environnement sain. Il ne s'agit pas d'une question de valeur. La question des valeurs, c'est en revanche, est-il normal aujourd'hui que des lois soient passées qui encouragent des activités, la concentration d'activités industrielles sur des territoires comme l'étang de Berre, comme de très nombreux territoires qui sont aujourd'hui connus parce qu'on développe massivement des cancers sur ces territoires-là, dû à une dérégulation qui sont des dérégulations environnementales et qui justifient des inégalités sociales et qui justifient la pollution des terres sur des générations au bénéfice de quelques industriels et au détriment de la qualité de vie de tous. Et ça, en revanche, ça en dit long sur les valeurs de notre société. Ça en dit très long. Merci. Qu'en pense Benoît Cœuré, justement? Je peux peut-être... allez-y, je vous en prie. Oui, alors là, vous êtes paternaliste. D'où tirez-vous les valeurs que vous allez apprendre aux gens? Moi, je pars des valeurs des gens. Je prends les gens comme ils sont. Si les gens ne sont pas prêts à payer
plus que X pour améliorer leur bien-être personnel, pourquoi est-ce que l'État devrait payer 10X pour le faire? Alors, par ailleurs, bien entendu que on doit valoriser l'impact de politique sur les inégalités. Et on a une aversion aux inégalités, on a une aversion collective aux inégalités qu'il faut intégrer. Bien entendu qu'il faut valoriser les politiques qui réduisent les inégalités. Par exemple, et des économistes travaillent, et je suis en train d'écrire un article scientifique là-dessus, où on a posé à 3000 Français des questions sur qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier des riches pour donner aux pauvres. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour réduire les inégalités, en général, il faut mettre en place des politiques qui désincitent au travail des personnes les plus riches, et donc ça réduit la prospérité collective. Et donc, une des questions centrales qui se posent aujourd'hui dans notre société, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier en termes de prospérité collective pour réduire les inégalités. Eh bien, les économistes posent la question aux gens, vous et moi, sous le voile de l'ignorance, sans savoir si nous ferons partie des riches et des pauvres, sous le voile de l'ignorance, qui est une approche morale d'impartialité vis-à-vis des décisions qui sont à prendre au niveau collectif, eh bien, on essaie d'estimer ce qu'on devrait être prêt à sacrifier, la valeur de la réduction des inégalités, c'est ça que je veux dire. Donc moi, je veux bien que l'État prenne des décisions sur quelles devraient être nos valeurs. La réalité, c'est que ça pose un problème de démocratie. Comment vous faites fonctionner une société où le gouvernement impose des valeurs qui ne sont pas celles de la société? Ça amène au populisme. Donc c'est compliqué aussi, quoi. On peut pas ignorer les préférences des gens. C'est ça que je veux dire. Allez-y, Benoît. Non. Je me sens très à l'aise entre Marine Calmet et Christian Gaulier. Et merci d'avoir fait ce plan, de nous avoir disposé comme ça. Bon, d'abord parce que je fais en sorte que tout se passe bien entre eux. Et parce que je pense qu'ils ont tous les deux raison. Et je vais m'expliquer. On est dans un modèle économique où on a une économie de marché, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de faire confiance aux mécanismes de marché pour allouer les ressources et pour déterminer les prix. Parce qu'on ne veut pas que l'État soit dans toutes les entreprises, qu'il y ait des commissaires politiques dans toutes les entreprises et que l'État vous dise heure après heure ce que vous devez acheter ou pas acheter, etc. Et donc c'est aussi un modèle qui donne de la liberté aussi bien aux entreprises qu'aux agents économiques, qu'aux ménages. Mais on sait que ça ne marche pas bien. Est-ce que ce n'est pas un modèle qui est arrivé à bout de souffle, non, justement? Je ne pense pas que le modèle soit arrivé à bout de souffle. Je pense que le modèle a de gros défauts, c'est-à-dire que les marchés, dans beaucoup de situations, ne prennent pas les bonnes décisions, et il est manifestement inadapté pour prendre des décisions collectives sur des biens publics, et particulièrement des biens publics mondiaux, si on parle du climat ou de la biodiversité, c'est des biens publics mondiaux, enfin qui peuvent être locaux, mais qui sont souvent mondiaux, et où il faut de la délibération collective. Donc c'est là que l'État intervient. Donc moi je représente l'État dans cette discussion en tant qu'autorité de la concurrence, et on intervient pour corriger ou pour inciter à un certain nombre de comportements. Et dans cette intervention, l'État a la légitimité, qui est la légitimité de la délibération démocratique. Et donc il y a des cas où la délibération démocratique qui va conduire éventuellement même à fixer des prix ou des coûts, ou à donner une valeur à certaines choses, va être plus efficace et en tout cas certainement plus légitime que le mécanisme de marché. Et comment on fait ça? Alors maintenant, je peux vous expliquer comment on fait. Dans le domaine de la concurrence, donc moi je ne fais pas la politique climatique, c'est évidemment pas l'autorité de la concurrence qui est responsable de ces politiques, mais on reconnaît que le fonctionnement du marché et la concurrence s'inscrivent dans un cadre plus large, avec des valeurs qui ont été déterminées par la société. Dans notre cas, d'ailleurs, beaucoup au niveau européen, parce que la concurrence est une compétence de l'Union européenne, on applique le droit européen. Et il se trouve que l'Union européenne a des politiques de soutenabilité, de biodiversité, impact vert, etc., qu'il faut évidemment prendre en compte. Et donc, on peut jouer sur deux tableaux pour le faire. Donc là, j'illustre un peu le volet répressif et le volet incitatif. Autrement dit, la carotte et le bâton, en termes plus imagés. Donc, on peut réprimer des comportements d'entreprise qui s'opposent aux objectifs de transition écologique ou climatique, en utilisant le droit de la concurrence. On l'a fait dans le passé. On l'a fait, par exemple, on a sanctionné les fabricants de revêtements de sol, de linoléum, qui s'étaient entendus entre eux
pour vendre aux collectivités locales et particulièrement aux hôpitaux du linoléum. Alors il y avait des tas de motifs de l'entente, y compris sur le prix, mais il y avait un des motifs qui était on s'entend pour ne pas révéler aux hôpitaux la qualité environnementale du revêtement de sol qu'on va leur vendre, de manière à ce que ce ne soit pas un paramètre de concurrence. On les a sanctionnés pour ça, en disant c'est un comportement qui s'oppose à l'environnement et au bien-être et à la santé d'ailleurs des patients, et qui est contraire au droit de la concurrence. Autre exemple, on a récemment sanctionné des fabricants de boîtes de conserve et les gens qui mettent les aliments dans les boîtes de conserve, qui s'étaient entendus pour cacher aux grandes surfaces et à travers elles aux consommateurs la présence ou non de bisphénol A dans les enduits à l'intérieur des boîtes de conserve. Donc ça posait évidemment un problème de santé publique. Ça a été traité sous l'angle de la santé publique. On l'a aussi traité sous l'angle de la concurrence en disant vous n'avez pas le droit de vous entendre pour cacher aux consommateurs la présence de bisphénol A. Donc ça, et on les a sanctionnés financièrement. Donc ça, c'est la dimension Et qu'est-ce qui marche le mieux alors? Est-ce que c'est de sanctionner ou de récompenser? Il faut les deux. Je crois qu'il faut les deux. Il faut sanctionner parce que après tout, les entreprises sont motivées par le profit. Leurs actionnaires sont motivés par le profit. Et donc les sanctions de l'autorité de la concurrence. Alors évidemment, c'est sans doute pas assez. Mais enfin, l'an dernier, on a imposé 1,4 milliard d'euros de sanctions aux entreprises. C'est quelque chose qu'elles comprennent. Parce que voilà, ça, c'est des chiffres. Donc elles comprennent le message. Mais il faut aussi des dispositifs incitatifs. Donc pour ça, on a mis en place, par exemple, une procédure d'orientation informelle où des entreprises ou des organismes professionnels peuvent venir nous voir en disant voilà, on a un projet, on pense qu'il peut poser problème au regard du droit de la concurrence, mais il est bon pour l'environnement, on voudrait vous en parler. Donc on l'a fait, ça c'est tout récent, hein, ça date de l'an dernier, on l'a déjà fait 2 fois. Une fois sur un projet de mesure de l'empreinte carbone de la nutrition animale. Et une autre fois récemment sur le projet mené par PADV pour une agriculture du vivant. Donc c'est la mesure de disons l'assistance aux exploitants agricoles pour les inciter à mesurer un indice de régénération et donner des incitations financières à la mesure des indices de régénération. Ça peut poser des problèmes de concurrence parce qu'on peut l'interpréter comme une entente, notamment entre les producteurs agricoles et les distributeurs. Donc il fallait analyser ça sous l'angle de la concurrence. Ils sont venus nous voir. Et on leur a répondu une réponse très longue et détaillée, hein, tout ça c'est public, hein, c'est sur notre site, qui explique les précautions qu'il faut prendre pour que ce projet, qui est bon pour l'environnement, soit conforme au droit de la concurrence. Et peut-être le dernier aspect, c'est un aspect prospectif qui est analyser des marchés nouveaux qui sont importants pour la transition climatique et environnementale sous l'angle du droit de la concurrence. Donc on l'a fait par exemple l'an dernier sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. À la fois sur les autoroutes et les routes et dans les immeubles résidentiels, où on analyse ce marché qui est évidemment très important pour la transition énergétique, mais qui est nouveau, qui pose des questions de concurrence. On l'a fait récemment avec un avis sur les systèmes de notation des produits de consommation. Alors qui ne sont pas forcément climatiques, c'est beaucoup diététique évidemment aussi, je ne donne pas de nom, mais enfin, vous voyez bien de quoi je parle, en analysant les problèmes de concurrence que ça peut poser, avec des messages, par exemple, c'est pas bien que ce soit le fabricant qui décide aussi de la notation des produits qu'il va vendre, ça peut Vous créer parlez des des conflits d'intérêts. Nutri-Score, ces genres Voilà, de entre autres, Beauty-Score, voilà, mais il y a toute une galaxie, il y a le Nutri-Score, mais il y a toute une galaxie aussi d'indices d'indices de recyclabilité. Enfin, il y a des indices beaucoup plus spécialisés. Et on explique en quoi ces instruments qui sont en train de se développer peuvent être utiles. Ils sont utiles, évidemment, mais en quoi ils peuvent aussi poser des problèmes de concurrence. Donc là, il s'agit vraiment... Et une autre chose qu'on va faire maintenant, c'est sur l'intelligence artificielle. On a publié un gros avis l'an dernier sur l'intelligence artificielle générative en illustrant un certain nombre de risques de capture par des grands acteurs. Là encore, je ne donne pas de nom, mais enfin des grandes plateformes numériques mondiales qui étaient actives notamment dans le cloud et qui maintenant sont actives dans l'intelligence artificielle. Et on va faire une extension de ça en travaillant sur la consommation énergétique de l'intelligence artificielle et aussi les problèmes de concurrence
que pourrait poser le fait que, par exemple, telle ou telle grande plateforme se mette à investir dans la production nucléaire pour satisfaire à sa consommation énergétique pour le cloud et l'IA, et le type de problème de concurrence que ça pose. Donc on investit beaucoup de ressources pour se projeter sur ces marchés nouveaux et voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. J'aimerais, Marine, revenir sur la valeur légale. Comment donner une valeur légale aux droits de la nature dans un système économique qui repose sur l'exploitation des ressources? Selon vous, le principe pollueur-payeur est-il suffisant ou faut-il aller plus loin en pénalisant juridiquement les atteintes à la nature? C'est une vaste question parce que, en réalité, on le voit bien aujourd'hui, on touche à la fin d'un modèle qui, justement, repose essentiellement, quasi essentiellement, sur l'exploitation du vivant. Il y a un très bon rapport de l'IPBES qui est sorti très récemment, qui s'appelle Transformative Changes pour la protection de la biodiversité 2050, donc l'IPBES, la plateforme des experts pour la biodiversité, et qui souligne que 0,25% de notre PIB mondial est investi dans la restauration et la conservation des milieux naturels. 60% de notre PIB mondial dépend de la biodiversité. Vous voyez un peu le problème dans le rapport entre ce qu'on investit pour protéger et tout le système économique qui repose sur la destruction, en réalité, directe ou indirecte, du vivant. Et donc ça, forcément, ça ne peut conduire qu'à cet effondrement du vivant. C'est ce que soulignent les experts de l'IPBES. Et j'en reviens à mon sujet. Ils soulignent que les droits de la nature sont un levier pour répondre à cet effondrement, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que reconnaître les droits fondamentaux de la nature, reconnaître donc des droits à des forêts, à des fleuves, mais aussi à toutes les entités naturelles qui composent ces mondes que nous habitons également, c'est une question de réciprocité, c'est une question d'éthique, c'est une question philosophique fondamentale. Quelles sont les valeurs qui nous animent et qui font que nous pouvons cohabiter avec les autres? Ça repose d'abord sur le fait de reconnaître qu'il y a des autres, de reconnaître que nous partageons ce monde avec eux, qu'ils habitent là, eux aussi, sur cette même planète que nous, et qui, pour le moment, ne leur reconnaît aucun droit d'existence, aucun droit à la santé, aucun droit à l'intégrité et à la dignité. Et donc, reposer notre société sur d'autres valeurs, d'autres principes éthiques, c'est déjà une part de reconstruction. L'IPBES pointe notamment que la séparation de l'homme et de son milieu, la séparation entre nature et culture, comme le souligne Descola, c'est justement une des causes principales de l'effondrement de la biodiversité. Le fait que nous ne nous sentions pas concernés par l'effondrement du vivant. Et donc, ça c'est un point central. Et puis les deux autres freins à l'effondrement de la biodiversité que souligne l'IPBES, c'est des sociétés qui sont principalement guidées par la recherche de profits court-termistes et, autre problème, la concentration des pouvoirs et des richesses entre la main d'un certain nombre très limité d'individus. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, ça conduit directement à des crises mondiales en matière démocratique, en matière politique, d'alliance, mais aussi en termes économiques. Puisqu'on le voit, ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi des conséquences sur leur propre modèle économique. Et donc, l'IPBES souligne, et c'est aussi la position que je venais vous présenter, que la reconnaissance des droits de la nature agit directement aussi sur les leviers institutionnels. Comment prenons-nous des décisions? Dans quelle place justement, nous mettons ces valeurs qui nous relient au vivant? Est-ce que les autres qu'humains ont justement de la place? Est-ce qu'ils sont intégrés dans la prise de décision? Et c'est très intéressant parce que en fait, il renvoie à un autre rapport qui avait été fait par l'IPBES qui s'appelle « Valeurs et valorisation de la nature ». Donc c'est tout le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Ce rapport, en 2022, il pointait que nos sociétés sont construites sur des valeurs très différentes et que il y avait une gradation du système de valeurs quand on parle justement de la valeur que nous plaçons dans la nature. Certaines sociétés, comme la nôtre, ont une valeur très utilitariste de la nature. La nature n'a une valeur que si elle peut être monétarisée, financiarisée, que si on peut l'exploiter. C'est d'ailleurs pour ça que juridiquement, la nature a le statut de bien, de marchandise, de ressource, dans notre droit occidental. En France, dans notre système juridique, la nature n'est que bien. Marchandises. Tous les êtres vivants sont soumis par le Code civil au statut de bien.
Ils sont des êtres, et encore que pour quelques-uns, mais soumis au régime des biens. C'est écrit noir sur blanc dans notre code civil. On leur nie donc la qualité de sujet, d'être juridique et politique. Et donc, ça, c'est un statut juridique totalement différent et très illustrateur de ce rapport dans notre système de valeurs avec le vivant. L'IPBES souligne, et on le voit émerger de plus en plus sur la scène internationale, que chez d'autres peuples, notamment chez les peuples autochtones, il y a un rapport complètement différent. Et l'IPBES fait cette gradation très intéressante. Il y a vivre des ressources de la nature, ce rapport très utilitariste, extractiviste, vivre dans la nature, c'est-à-dire considérer la nature dans le paysage qu'elle nous offre, le patrimoine humain. D'ailleurs, c'est écrit dans notre droit constitutionnel. C'est très bizarre comme formulation. Dans notre charte de l'environnement, dans son préambule, il est écrit « La nature est le patrimoine de l'humanité ». Pas des autres êtres vivants, de l'humanité. C'est très anthropocentré. Mais nous avons cette démarche aujourd'hui très paysagère. Voilà, nous habitons la nature et nous voulons conserver la nature parce que notre patrimoine repose sur elle. Et puis, il y a une autre gradation qui est vivre avec la nature, voire même vivre comme la nature. Et ça, c'est s'identifier à l'autre, faire corps social avec les autres qu'humains, j'entends. Et donc, vous voyez, cette gradation des valeurs, très complexe, eh bien, ensuite, elle sous-entend comment on se comporte vis-à-vis des autres. Lorsqu'on vit de la nature, tout notre système juridique et économique repose sur son exploitation, et c'est normal, on banalise ce rapport de domination avec le vivant. Quand on vit avec la nature, voire comme la nature, on s'identifie, on voit dans l'autre un être, et pas un bien, pas une marchandise. Et c'est ça qu'on retrouve chez les peuples animistes ou totémistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, on se rend compte qu'émerge la question de la représentation d'autres systèmes de valeurs. Les peuples autochtones ont désormais une place centrale dans les négociations internationales. Ça s'est vu par rapport aux négociations sur l'accord cadre Kunming-Boréal pour la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on laisse en siège aux peuples autochtones? Et parce qu'ils nous apportent ce système de valeurs radicalement différent du nôtre, qui est la clé. L'IPBES souligne, pour répondre à la crise mondiale, la crise écologique mondiale, il va nous falloir combiner tous les systèmes de valeurs. Parce qu'on ne pourra pas, la solution ne reposera pas sur un système, une méthode. Il va être nécessaire de laisser de la place à l'ensemble des systèmes de valeurs pour justement trouver des solutions complexes à un problème ultra complexe. Merci beaucoup, Marine. Alain, les entreprises sont souvent montrées du doigt comme étant effectivement extrêmement gourmandes en ressources et premières comme cause de multiples pollutions. Pourtant, on voit en parallèle qu'il y en a certaines d'entre elles qui s'exercent sur de la régénération, que ce soit, ou en tout cas s'engagent dans de la régénération, que ce soit la régénération des sols, par exemple, avec de l'agriculture régénératrice, ou d'autres formes de restauration, d'action pour favoriser plus de biodiversité, donc à être véritablement acteur et rendre à la nature ce qu'elle lui prélève. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Nature et Découverte ? Quel est votre point de vue et comment est-ce que vous vous placez sur ces initiatives qui vont au-delà de tenter de faire moins pire, mais de faire finalement, de participer à régénérer le vivant? Alors, on essaye On essaye tout simplement d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure, pour ce qui concerne Nature et Découverte, puisque c'est la question que vous me posez, mais il y a effectivement d'autres secteurs d'activité qui aujourd'hui font de très gros efforts. Nature et Découverte, d'ailleurs, fait partie d'un groupe, qui est le groupe Fnac Darty, qui a des engagements très forts sur la durabilité. Et c'est un engagement extrêmement courageux aujourd'hui pour un groupe de retail d'aller dire au marché, achetez peut-être un peu moins, mais achetez mieux et on va vous accompagner dans cette démarche-là. C'est très, très audacieux, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quand même très audacieux aujourd'hui, je me répète, pour un groupe de retail, de dire ça à ses clients et de leur dire, voilà, achetez un petit peu moins, mais on va vous donner des solutions pour vous accompagner, pour que vos produits puissent durer plus longtemps, on va vous offrir du service pour cela. Donc, si je reviens à Nature et Découverte, je vous en parlais tout à l'heure,
Aujourd'hui, on essaie d'apporter, modestement, mais notre pierre à l'édifice, au-delà de tous les projets que nous finançons au travers de la Fondation, mais au quotidien, on essaie de réduire au maximum l'impact de nos produits, de la production de nos produits sur l'environnement. Je vous le disais, le bois, on essaie de travailler avec des bois d'exploitation responsable. On a bien conscience qu'effectivement, un produit en bois a nécessité d'abattre un arbre, dont acte. Maintenant, l'idée, c'est de le faire de la manière la plus responsable possible et surtout d'avoir cette notion de régénération. Je vais vous donner un autre exemple. Avant de travailler chez Nature et Découverte, j'étais dans une entreprise qui s'appelle WeFix. Le claim de WeFix, c'était vraiment la réparation et le reconditionnement. C'était vraiment cet aspect économie circulaire qui se développe de plus en plus pour faire en sorte qu'un produit n'ait pas que la durée de vie que certains constructeurs voudraient nous imposer, mais de dire non, ce produit-là peut avoir une deuxième, voire même une troisième vie. Chez WeFix, on réparait les produits, on engageait nos consommateurs à venir réparer leurs produits plutôt que de se dire bêtement bon bah il est cassé, je le jette et puis je vais en acheter un nouveau. Non, tu peux le réparer et multiplier son cycle de vie par 2 ou par 3. On travaillait également sur tout ce qui était régénération, reconditionnement des téléphones, des tablettes, des produits high-tech, ce qu'on ne vend pas chez Nature et Découverte. Mais voilà, dans cette idée de se dire minimisons au maximum l'impact de nos produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impact carbone d'un téléphone ou d'une tablette ou d'un ordinateur, il est avant tout au moment de sa production. C'est là que le gros de l'impact se trouve. Donc, en se disant qu'on a une capacité à régénérer les produits, à les reconditionner, à leur donner, je me répète, une deuxième ou une troisième vie, à notre échelle d'entreprise, hein, évidemment, mais à notre échelle d'entreprise, on participe à minimiser ces impacts sur l'environnement. Et chez Nature et Découverte, je parlais tout à l'heure des 25 critères d'achat durable. Voilà, on l'a intégré dans notre ADN. Aujourd'hui, nos équipes achats, nos équipes produits travaillent main dans la main avec les équipes de la durabilité produit pour être certain qu'on sera les plus vertueux possibles par rapport aux produits qu'on proposera dans nos magasins. L'être à 100%, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous faire, pour le coup, du greenwashing en vous disant 100% de nos produits. Non. Mais, je vous le disais, on a au moins 60 à 70% de nos produits qui, aujourd'hui, respectent des critères très vertueux parce que c'est notre engagement chez Nature et Découverte. Et c'est vrai qu'on est face, malheureusement, à une concurrence aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, mais une concurrence pléthorique, internationale. Pour une bonne partie de cette concurrence, totalement dérégulé, mais qui arrive aujourd'hui à pénétrer les marchés européens et le marché français en jouant des règles notamment complètement différentes. Le e-commerce, hein, effectivement. Entre autres. Et si on revient sur la régénération, peut-être par la Fondation, vous davantage, vous êtes engagé sur cette question. Nous, on a une fondation dont c'est le quotidien de travailler avec des associations. David en parlerait beaucoup mieux que moi, mais il est au quotidien et ses équipes sont au quotidien au contact des associations de défense de la nature, des associations pour développer la régénération des haies, pour protéger les arbres, les animaux, la biodiversité dans son ensemble, mais aussi pour travailler à l'éducation des enfants. On a une responsabilité aussi. Et chez Nature et Découverte, c'est intrinsèquement ancré dans l'ADN de l'entreprise et de l'ensemble des employés. On avait notamment dans nos magasins beaucoup de nos clients qui venaient pour nous demander des conseils sur où est-ce que je peux aller observer le brame du cerf. David en a beaucoup parlé du brame du cerf. Voilà, on avait des clients qui venaient régulièrement et qui viennent toujours nous demander parce que Nature et Découverte aujourd'hui est vraiment associée. Alors, on est une boîte de retail. On est là pour faire du chiffre d'affaires, mais on essaie de le faire de la manière la plus vertueuse possible. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'oppose pas profit, rentabilité et engagement, surtout pas. Mais on essaie de faire en sorte que cet engagement il soit sincère. Et pour moi, ça, c'est un point extrêmement important. J'ai beaucoup cité le mot greenwashing depuis tout à l'heure. Mais voilà, ce qui caractérise Nature et Découverte, c'est la sincérité de son engagement, de l'engagement de ses équipes vis-à-vis de ces sujets-là. Merci. Christian Gaulier, j'aimerais vous entendre sur le coût de l'action climatique. Est-ce qu'on en entend de plus en plus parler, cette pression-là, cette évaluation du coût de l'inaction climatique est un levier efficace, selon vous, pour faire bouger les choses ?
Merci. Oui, alors c'est vrai que un des problèmes principaux auxquels on est confronté aujourd'hui dans la problématique de la définition des bonnes politiques climatiques, c'est l'incompréhension des gens sur les sacrifices à accepter pour effectivement maintenir notre Terre viable pour les générations futures. Alors, je vais rester sur les êtres humains, je suis désolé. Et ça, cette absence de reconnaissance d'une responsabilité individuelle, hein, on émet chacun d'entre nous en moyenne en France chaque année 6 tonnes de CO2, ce qui correspond, si je mets une valeur à 300 € la tonne de CO2, autour de 2 000 € chacun d'entre nous sommes responsables de 2 000 € de dommages environnementaux chaque année par le fait de simplement émettre du CO2 par notre système de chauffage, par l'achat de produits carbonés ou par notre mobilité. Voilà, je suis assez horrifié de constater combien, en France et à l'étranger, on montre du doigt des responsables, les riches, le gouvernement, Trump, que sais-je, alors que, en fait, concrètement, quand même, nous sommes les responsables du changement climatique. C'est in fine le fait que nous avons des besoins à satisfaire, qu'une machine productive se met en place pour répondre à ces besoins et conduit à ces émissions de CO2. Donc voilà, aujourd'hui, les économistes, et depuis une quarantaine d'années, les économistes se sont emparés du sujet. Au fond, quelle est la valeur du carbone? Quel est le fait de ne pas émettre une tonne de CO2, ça vaut combien? Ça vaut combien du point de vue de la société en général et du point de vue de chacun d'entre nous. Et donc, en fait, il faudrait faire, dans une approche d'analyse co-bénéfice, j'imagine que Marine y interviendra dans quelques instants pour dire que ce n'est pas une bonne idée, mais quand on met dans la balance les sacrifices qu'on demande aux générations présentes pour laisser un climat et un environnement de qualité, il faut mettre donc, face à ces coûts des sacrifices que nous devrions accepter de faire, les bénéfices de l'action climatique, hein, ou le coût de l'inaction climatique, c'est le revers de la même médaille. Eh bien, pour ce faire, il faut regarder quels sont les dommages qui seront évités en n'émettant pas cette tonne de CO2. Ces dommages aux générations futures. Et donc, voilà, il y a des conséquences écologiques, de l'impact sur la biodiversité, sur l'accès à l'eau, la montée des niveaux des océans, sur la perte de productivité de l'agriculture, etc., etc. Et tout ça, les économistes, avec les autres sciences, notamment les sciences dures, ont regardé, tenté d'estimer les impacts d'augmentation d'à 2 degrés, à 3 degrés, à 1,5 degré. Quels sont les impacts sur cette différence d'actifs, patrimoine environnementaux. Je n'ai sans doute pas encore le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en donnant une valeur à cette perte de biodiversité, perte de productivité agricole, etc., on peut, en actualisant ces coûts, ces flux de dommages engendrés par le fait d'émettre ce CO2 aujourd'hui, on obtient aujourd'hui, il y a un certain consensus qui s'établit entre les économistes, mais c'est encore beaucoup d'incertitudes, on tourne autour de 200 à 300 € par tonne de CO2 évité. Ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui permet d'éviter environ entre 200 et 300 € de dommages portés par les générations futures. Et donc, quand il s'agit de se poser la question de savoir si je dois rouler à 130 ou à 110, s'il s'agit de déterminer si demain je dois acheter une voiture électrique ou si je dois me déplacer en transport en commun, eh bien, il faut mettre en face de tous les sacrifices que je vais accepter par cette action verte, le bénéfice de 200 à 300 € par tonne de CO2 que ces actions engendrent. Merci. J'aimerais prendre des questions dans la salle maintenant, c'est le moment. Allez-y, déchaînez-vous, là-bas au fond. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc Diane Despois, moi je suis urbaniste et j'ai fait un peu d'économie, mais vous me pardonnez, je ne maîtrise pas tous les théories, mais moi je suis assez en fait choquée par vos propos parce que vous avez dit à Marine Calmet, vous avez un discours paternaliste, j'ai envie de vous dire, vous avez un discours de boomer. Vraiment, je suis désolée, mais en fait, vous déclinez un raisonnement de concurrence pure et parfaite. Moi, j'attendais que vous...
Non, mais alors, je vais pas sur ce terrain-là parce que... Ça n'a rien à voir avec les... laissez-moi parler. Rien à voir avec le marché. Rien à voir. Vous avez parlé de marché. Bref. Non. Moi, je reviens à quelque chose que je connais mieux, c'est-à-dire, en fait, le développement local et associer justement les habitants à définir et à compter ce qui compte, en fait. Et comment on compte ce qui compte? Et ben, en fait, on interroge les gens. Et quand vous dites, on va définir les préférences des gens, mais en fait... Comment on le fait? Mais ne soyez pas... me regardez pas avec cet air-là. En fait, justement, dans les collectivités locales, il y a beaucoup de démarches, et notamment à Grenoble, pour aller interroger les personnes et pour dire qu'est-ce qui compte. Et là, en fait, on est face à des problèmes d'indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, justement, mesurer ce qui compte. On ne sait pas donner une valeur à, par exemple, le fait d'être dans un cadre vert, d'avoir accès à la santé, à une éducation. Et du coup, si on ne sait, en fait, on ne peut pas donner une valeur à ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Et le PIB, en fait, je suis désolée, mais c'est un mauvais indicateur parce qu'il ne prend pas en compte ça. Et en fait, là, on est face à... votre discours, pour moi, il est hyper délétère pour la démocratie parce que vous dites, c'est l'État, je caricature, mais l'État va définir les préférences des gens. Mais en fait, on n'associe pas les gens aujourd'hui. Ah oui, je suis désolée de vous choquer, mais... Merci, on va laisser Monsieur Gaulier répondre du coup. Merci. Oui, plein de choses. Alors, il y a plein de choses. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a plein d'impacts qu'on ne mesure pas. Et le pire, c'est de ne pas mettre de valeur sur ces choses. Moi, justement, les économistes disent, attendez, tous ces trucs que les gens n'intègrent pas dans leur comportement, tous les impacts négatifs qui sont plus ou moins mesurables sur le bien-être des autres. Mais ne laissons pas que les économistes le faire. Ben non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que... Mais oui, mais quelles instances pour interroger les gens? Comment on fait pour aller justement interroger? Vous parlez de gens, on va voir ce que veulent les gens, mais en fait, on les interroge pas, on fait semblant. Ah mais attendez, les économistes d'environnement, depuis 40 ans, passent leur temps à interroger les gens pour essayer de comprendre quelles sont leurs préférences. Non mais attendez, vous me dites exactement l'inverse de ce que j'ai dit, en fait. J'ai dit, c'est pas mes préférences à moi qui déterminent ce qu'il faudrait faire au niveau du pays, c'est les préférences des gens. Exactement, c'était tout ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Quand on dit on ne va pas baisser la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h, parce que les gens, pas moi, les gens valorisent leur temps perdu à des niveaux qui fait que les bénéfices en termes de réduction d'émissions de CO2 et de facture de l'essence à la pompe ne compensent pas suffisamment la perte de temps. Et voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas moi à le dire. C'est surtout pas moi à le dire. C'est les gens. Les gens disent, ben voilà, écoutez, moi, je trouve que la valeur de mon temps, elle est à un niveau tellement élevé que ne me demandez pas de passer à 110 km/h. Et Macron avait parfaitement compris ça. Il savait bien que s'il baissait à 110 km/h, il aurait un doublement de la révolte des Gilets jaunes. Oui, mais vous voyez bien, quand même, il y a une convention citoyenne pour le climat, et en fait, on l'a balayée d'un revers de main, donc on n'écoute pas les gens, en fait. Donc les gens expriment des préférences, mais en fait, on ne les écoute pas. Et là, notre démocratie, elle est en danger, en fait, si on va sur cette pente-là. Écoutez, là, justement, les économistes essayent d'agréger des informations disponibles en allant voir les gens, en regardant comment ils se comportent, en les interrogeant sur quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs valeurs. Et ça permet d'éclairer le débat public exactement ce qu'on est en train de faire. Merci, et l'aide à la décision politique. Merci beaucoup. On passe à la seconde question. Il y en a plusieurs. Madame. Oui, merci. Est-ce qu'un des problèmes n'est pas que dans le contexte actuel, quand on interroge les gens sur leurs préférences, on les interroge dans un contexte dans lequel, par exemple, le choix existe et est légalement possible entre voyager par je ne sais pas quelle compagnie aérienne pour 29 € pour Barcelone en 2 heures ou je ne sais pas combien de temps, ou prendre le train pour jusqu'à plus de 3 fois le prix. Et donc, est-ce que c'est vraiment tout à fait correct de considérer les réponses des gens à l'intérieur de ce contexte comme valides? Et est-ce qu'on ne peut pas plaider pour un État un peu plus interventionniste qui établisse des règles contraignantes qui ensuite permettrait, je vais terminer si je peux terminer ma question, permettrait d'obtenir des réponses valides. C'est pareil pour des tas de choses. Quand effectivement des gens qui sont sous pression économique ont le choix entre acheter des produits nature et découverte, j'adore votre produit, ou
en réalité, pour la majorité des gens, pas le choix d'acheter les cadeaux pour leurs petits-enfants chez Nature et Découverte et donc doivent se rabattre sur le truc. Donc, la validité de la réponse des citoyens dans le contexte actuel me semble extrêmement faible. Et donc, utiliser ce critère-là me pose question aussi. Non, alors, précisément, les économistes sont là pour essayer de faire en sorte que dans le prix du billet d'avion que vous citez, on intègre les dommages à l'environnement qui sont engendrés par ce voyage. D'accord ? Et donc, effectivement, on veut... Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'économie de marché. L'économie de marché a des tas de défaillances. Et dans mes cours, je commence par ça. Attendez, vous les économistes, enfin nous les économistes, faisons attention, l'économie de marché c'est une catastrophe et le changement climatique est la plus belle démonstration, et probablement la plus grosse défaillance de marché de notre système de capitaliste de tous les temps. Et il peut nous mener à un désastre de la fin du monde. Donc, et donc évidemment, la question fondamentale, c'est comment changer l'organisation de nos sociétés, comment changer notre démocratie libérale pour faire en sorte que notre comportement soit mieux aligné avec l'intérêt général des générations présentes et futures. Peut-être que Benoît aussi a un point de vue qui représente l'État. Non, c'est juste en complément. Je pense que tout ça renvoie à une question d'information des citoyens sur les conséquences de ces choix dans un système, comme vous l'avez dit, madame, d'un système de prix de marché qui n'est pas le bon, parce que le marché a fixé un prix et n'avait pas les bonnes incitations. Donc quand on achète le billet à 19 € pour aller à Barcelone, il faut savoir combien de tonnes de CO2 on va émettre, quelles vont être les conséquences pour la planète, quel va être le coût éventuellement avec la méthodologie de Christian ou une autre, et ça on ne le sait pas. Mais la question, ça renvoie à une question plus fondamentale, et qui est celle de qui doit le faire. Et c'est vrai qu'en France, on est souvent dans un modèle où on va attendre, c'est une approche, disons, rousseauiste, on va attendre de l'État qu'il fasse le bien des citoyens, qu'il donne les bonnes informations aux citoyens, etc. Bon, les dirigeants politiques, ils sont élus pour 5 ans, en ce moment moins. Donc, ils ont des incitations de très court terme, ils ont des incitations personnelles, les administrations aussi, et ça, l'économie d'ailleurs le décrit très bien, hein. La manière dont les administrations peuvent être capturées par des intérêts privés, ça a été très bien compris par les économistes. Et donc, il faut aussi des institutions neutres, indépendantes, qui ont une vision de plus long terme, qui vont pouvoir partager ces informations avec le public. Il me semble qu'un des grands dangers aujourd'hui pour la démocratie en général et pour ce débat en particulier, c'est la décrédibilisation et les attaques de certains hommes politiques et femmes politiques contre ces institutions. Je ne parle pas de la mienne, hein, du tout ici, hein, mais qui sont là pour éclairer le débat public. Et oui, aussi, également. Mais donc, et ce qu'on voit aux États-Unis, si ça préfigure les évolutions futures en Europe, est particulièrement inquiétant. Donc il faut aussi défendre un système qui va permettre d'éclairer le débat public en mettant à la disposition des citoyens, mais y compris dans leurs décisions de tous les jours, pas seulement pour les préparer des décisions politiques, mais dans leurs décisions de tous les jours, les informations sur les conséquences écologiques de leur choix. Et ce système-là, il est en danger aujourd'hui. Il est déjà pas très bon et pas très développé, mais les risques sont plutôt à ce que ces systèmes, ces informations, ces institutions soient attaquées. Une autre question ? Oui, monsieur. Oui, ma question porte sur la conciliation entre la nécessité de la concurrence et puis la nécessité d'une forme de mutualisation ou de coopération entre les entreprises. Je vais prendre un exemple pour illustrer le sujet. Lorsque le téléphone mobile s'est développé, on a vu fleurir des tours, des antennes relais, et chaque opérateur téléphonique avait son antenne, alors que, à la fois économiquement et écologiquement, ça aurait quand même été plus intelligent qu'il n'y en ait qu'une qui serve à tous les opérateurs. Alors, il y a une autorité de la concurrence. Est-ce qu'il ne faudrait pas une autorité de la mutualisation ? Merci pour cette question. Qui veut répondre ? Non, mais je peux en dire un mot, mais vous avez tout à fait raison. Une partie de la réponse à votre question relève de la réglementation et tout simplement de la loi. Donc, il est clair que il y a des réseaux qui sont des monopoles naturels. Donc, autant la concurrence peut avoir de l'intérêt sur
les services de transport, autant évidemment on ne va pas avoir 4 entreprises qui vont chacune construire des rails entre Paris et Lyon, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est compris quand même, mais il y a peut-être des domaines où ça n'a pas été bien compris. En revanche, moi je voudrais peut-être vous prendre un peu à contre-pied et dire que sur beaucoup des questions environnementales, la concurrence en fait peut aider. On a publié l'an dernier un avis il y a 2 ans, un avis sur le transport terrestre de personnes. Donc il y a un sujet très débattu en France sur l'ouverture à la concurrence sur les TGV et aussi sur les transports locaux, où on dit l'ouverture à la concurrence, c'est quelque chose qui va permettre, notamment pour tout ce qui donne lieu à des appels d'offres, donc là je parle plutôt des transports locaux, des bus et des tramways, qui va permettre aux collectivités territoriales adjudicatrices de mettre des critères environnementaux dans leurs appels d'offres et de choisir l'opérateur sur la base du biodisant environnemental, ce qui n'est pas le cas quand c'est un monopole qui est là depuis 30 ans. Donc la concurrence peut conduire à de mauvais résultats quand elle n'est pas encadrée, mais elle peut aussi, si elle est bien utilisée, accompagner la transition environnementale. Une autre question, ici. Bonjour, Cyril Batolo, je suis coprésident de la COP3 étudiante et j'aime bien m'intéresser au sujet économie et écologie. Je vois que ça suscite beaucoup de questions, donc pour ceux qui veulent creuser le raisonnement de M. Gaulier, c'est ce qu'on appelle la fonction d'utilité, présenter à des consommateurs des paniers de biens et services et voir ce qui serait prêt à payer pour avoir les avantages, pas les inconvénients et tout. Et les exemples étaient très bien pris sur la maison en milieu un peu moins pollué, mais ça suppose déjà que, ou pareil sur les heures supplémentaires par rapport à son temps de repos, mais le problème fondamental de ce modèle-là, c'est qu'il considère que l'humain est rationnel, que c'est un homo economicus qui prend des décisions en ayant toutes les infos. Et moi, je peux dire que la valeur de mon temps de repos, je l'apprécie beaucoup plus une fois qu'on a fait un burn-out, qu'on a testé ses limites, alors qu'avant, on se dit, le système nous incite à être de plus en plus riches, donc forcément, on va préférer faire des heures sup parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur de son temps de repos. Et pareil, sur le choix d'une maison, il y a l'histoire familiale, où est-ce qu'on veut éduquer ses enfants, quels sont nos moyens, etc. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que pour moi, c'est un peu difficile de penser que ça va prendre des bonnes mesures de la société. Et sinon, j'avais deux questions sur lesquelles j'aimerais avoir vos retours. La première, c'est sur la transparence, et la deuxième, c'est sur la comptabilité. La transparence, parce qu'il y avait un intervenant qui aurait pu être là aussi, c'était le représentant de C'est qui le patron. Et C'est qui le patron, ils mettent les producteurs, les consommateurs autour de la table pour définir un cahier des charges. Et le risque pour le distributeur, c'est que ça grignote sa marge. Et tout le jeu, c'est qu'il ait une marge assez grande pour se développer. Donc j'aimerais vous entendre réagir là-dessus. Et le deuxième point qui peut réconcilier peut-être l'économiste et la juriste, c'est la comptabilité. Je me suis formé à la comptabilité écologique parce qu'il y a une très belle chaire à AgroParisTech sur la comptabilité écologique. Et la compta, ça peut paraître repoussant à prime abord, mais mon formateur, il disait que ça pose d'abord 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Donc, qu'est-ce qu'on a envie de regarder? De quoi on est comptable? Est-ce qu'on a des dettes qu'envers ses actionnaires ou aussi envers l'environnement, envers la société? Et à qui on rend des comptes? Est-ce que notre compta, justement, ne sert qu'à donner aux actionnaires les infos pour décider, ou est-ce qu'il faut donner des infos aux consommateurs, aux salariés, etc. Et une fois qu'on a ça, ensuite, on se dit comment on compte. Et souvent, on est trop dans la technique et pas assez dans le pourquoi. Et donc, j'aimerais voir si c'est des réflexions qui sont abordées, qui commencent à se diffuser, parce que j'en entends pas beaucoup parler là de cette compta écologique qui prend en compte des capitaux autres que financiers. Très bonne question. Qui veut répondre sur la comptabilité écologique notamment? Je vous invite d'ailleurs tous à lire un très bon livre sur ce sujet. C'est un sujet crucial, la comptabilité carbone. Si on ne sait pas compter, c'est pour reprendre la question de tout à l'heure aussi, si on ne sait pas compter, ça devient compliqué de déterminer une bonne stratégie. Donc, pour déterminer une bonne stratégie collective, il faut d'abord savoir compter. Et c'est un sujet très compliqué parce qu'effectivement, des produits, ils sont fabriqués, des chaînes de valeur deviennent de plus en plus complexes et on le voit très bien aujourd'hui dans la géopolitique actuelle. Et notez bien que c'est un sujet complètement crucial pour l'Europe en particulier, puisque l'Europe est la seule région du monde qui est en train de sérieusement prendre à bras-le-corps le sujet du changement climatique avec des prix du carbone sur le marché ETS pour reprendre les problématiques de l'industrie qui sont
élevés. Alors, ils sont très loin des 300 € que je parle, dont je parlais tout à l'heure. Ils sont plutôt autour de 80 € aujourd'hui. Mais si on parvient pas à mettre des ajustements carbone aux frontières, alors que le reste du monde est en train de s'écrouler en termes de motivation à réduire les émissions de CO2, nous allons tout perdre. C'est-à-dire qu'on va simplement avoir comme résultat de notre politique ambitieuse de transférer les émissions de CO2 vers nos partenaires commerciaux et réimporter les produits carbonés en Europe. Donc il faut absolument mettre des ajustements carbone aux frontières qui sont proportionnels au contenu carbone des produits qui sont importés. Or, pour pouvoir déterminer le contenu carbone des produits importés, il faut une comptabilité carbone mondiale. Et ça, on y en est très très loin. Et donc moi, je suis très inquiet parce que comme on ne va pas être capable de faire une comptabilité carbone au niveau mondial, on ne va pas pouvoir déterminer le contenu carbone aux frontières et donc on ne va pas pouvoir protéger nos industriels face à la montée du prix des carbones qui va être indispensable pour atteindre des objectifs de 55% de réduction d'émissions de CO2 dans seulement 5 ans. Et ça va conduire à la désindustrialisation pour un bénéfice écologique mondial égal à zéro. Sauf que la comptabilité écologique, je me permets d'intervenir, la comptabilité écologique ne parle pas uniquement de CO2, on est d'accord. Bien sûr que non. Ce point-là, parce je parle du c'est simplement parce que c'est le plus facile encore. Voilà, de mettre dans la colonne actif d'autres éléments, et d'ailleurs Marine, peut-être un mot sur ce point-là, mais de ne pas valoriser uniquement, de ne parler uniquement de carbone, mais bien de parler du vivant, de parler de social, de sociétal, et d'extra-financier justement, et de le valoriser. En fait, je trouve ça très intéressant de parler de tout ça et pour autant, la juriste, mais ne va pas se réconcilier justement avec cette histoire de comptabilité, tout simplement parce que, à mon sens, la comptabilité, elle devrait être faite en amont. Elle devrait être faite par l'État et justement être définie. On ne peut pas, aujourd'hui, vu le contexte international, imaginer que demain, on va se mettre à faire une comptabilité planétaire avec Trump et Poutine assis à la même table et tous d'accord pour mettre ça en œuvre. Non, j'y crois plus du tout. En revanche, je sais qu'on peut le faire à l'État, à l'échelle d'un État. Et en fait, aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est-à-dire que le Haut Conseil pour le climat, dans un rapport qui a déjà quelques années, disait on ne fait même pas l'effort de faire un bilan carbone des lois qu'on adopte. Donc à partir de là, pourquoi demander à nos entreprises de faire le travail que l'État, qui autorise des activités, dont il ignore tout, en vérité, des impacts environnementaux, climatiques, biologiques, etc. En fait, on n'évalue jamais l'impact sur les 9 limites planétaires des activités qu'on autorise. Si on commençait déjà par là, et de n'autoriser donc que les activités qui sont compatibles avec les 9 limites planétaires, ou qu'on redirigeait nos activités sous ces seuils-là, pour tout simplement protéger l'habitabilité de notre territoire. On parle de ça quand même, ne pas faire basculer notre propre territoire dans des conditions d'habilité qui ne sont donc plus compatibles avec notre vie, notre simple existence. C'est pour moi de la responsabilité commune. Donc évidemment qu'il faudrait le mettre en place dans les entreprises pour avoir un retour éclairé sur l'impact de ces activités. Mais en fait, c'est aussi en amont la responsabilité de l'État de s'imposer cette mécanique comptable et ou globalement scientifique, et de se dire qu'est-ce qu'on autorise. Parce que autoriser puis se rendre compte que c'est pas compatible avec la science, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et là, aujourd'hui, on voit, et il faut voir la mécanique psychologique qu'on retrouve dans ce secteur-là, c'est qu'un chef d'entreprise va dire « mais ce que je fais, c'est légal. Pourquoi vous me demandez toujours plus de comptabilité, toujours plus de reporting, etc. » On autorise, mais par ailleurs, on veut rajouter des normes de suivi. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas pensé collectivement pour imposer en fait ce travail de suivi déjà en amont? On a des ministères, des hauts fonctionnaires, des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas directement à cette échelle-là pour ensuite avoir une logique en fait de ne pas autoriser, pour ensuite venir contrôler? Et je pense que ça jouerait sur la psychologie des entreprises en vérité si on avait un meilleur suivi. Et par ailleurs, on a besoin aussi d'avoir cet effort collectif, parce que ça, ensuite,
ça retombe aussi dans la logique de chaque territoire, c'est-à-dire qu'il y a une logique à l'échelle nationale, il y aura un travail à faire dans chaque territoire parce qu'en fait, il y a un prisme aussi local des impacts de nos activités. On le voit de plus en plus. Est-ce qu'on laisse la libre concurrence faire qu'on va faire de la neige artificielle en montagne? Est-ce qu'on laisse la libre concurrence décider des polluants sur 10 générations? Enfin, voilà, il y a vraiment cet impact-là de avoir aussi une échelle étatique. L'État, et c'est inscrit dans nos textes, est le garant de la santé et de l'intégrité de notre territoire. Merci Marine. Il y a Benoît, je crois, qui veut réagir à vos propos. Deux mots. Bon, d'abord, la concurrence a bon dos. Hein. Je veux dire, s'il y a de la neige artificielle dans les stations de ski, c'est pas à cause de la libre concurrence, c'est parce que la réglementation n'est pas la bonne. Mais c'est ce que je dis. Voilà, si c'est exactement si ce c'est que je mauvais dis. pour les écosystèmes, il faut l'interdire. C'est assez simple, en fait. Oui, c'est ce que voilà. je dis. Donc, je suis d'accord avec... Enfin, Oh, voilà. d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec la concurrence. Bon. D'autre part, sur tout ce qui est comptabilité, c'est un sujet très important. D'une part, je voudrais saluer le travail que fait l'INSEE, qui a un travail important pour créer des comptes qui ne sont pas les comptes nationaux, mais qui sont satellites aux comptes nationaux, mais pour mesurer la consommation du patrimoine naturel. C'est un travail assez remarquable, hein, c'est sur le site de l'INSEE. Et d'autre part, et là je vais jouer un peu les rabat-joie, mais on peut penser qu'on n'en fait pas assez, qu'il faut faire beaucoup plus. Le risque, c'est un risque de retour en arrière. Hein. C'est ça le risque aujourd'hui. Donc prenons le débat sur la CSRD. On est au cœur de ce débat. La CSRD, c'est une directive européenne, et la CS3D qui l'accompagne, c'est une directive européenne de reporting, donc de transparence des entreprises sur leur impact climatique, aussi bien direct qu'indirect, et sur l'impact que ça peut, et aussi qui concerne aussi les banques, hein, qui vont financer tout ça. Aujourd'hui, le débat européen, c'est pas sur le renforcement de la CSRD, c'est sur comment on va la réduire. C'est ça le débat. Et avec un texte qui va la réduire significativement. Alors, en partie pour de bonnes raisons, parce que, et là je reviens à la méthode qu'esquissait Christian Gaulier, il faut quand même faire des bilans coûts-avantages. Donc, quand on fait une régulation, la régulation a plus de chances de durer si c'est une bonne régulation. Il faut qu'elle soit proportionnée. Donc il faut que les coûts, la régulation, ça a un coût pour les entreprises. Il faut que les coûts subis par les entreprises soient proportionnés à l'objectif. Donc c'est pas du tout choquant de dire que ces obligations doivent être allégées pour les PME ou pour les ETI par rapport aux grandes entreprises. Ça, c'est une question de bilan coût-avantage. Donc si c'est ça le débat, ça va. C'est un débat qui est, je trouve, légitime. J'y ajouterai en tant que spécialiste de concurrence le fait que des réglementations lourdes et complexes, et c'est de ça qu'on parle, c'est des régulations qui en réalité favorisent les très grandes entreprises, qui ont les moyens de les appliquer et d'investir dans leur application, et qui vont pénaliser des entreprises petites et innovantes qui, elles, n'ont pas les moyens d'appliquer ces énormes dispositifs où on doit faire des rapports de centaines de pages tous les ans, etc. Donc il y a aussi un enjeu d'innovation et d'entrée sur le marché. Mais au-delà de ça, il y a quand même une petite musique dans le débat politique français et européen qui est... et c'était un peu dans le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l'Europe, hein, qui est, voilà, il y a trop de bureaucratie en Europe, on va alléger tout ça. Donc c'est très bien de fixer une direction et de dire voilà ce qu'il faudrait faire. Le combat immédiat, c'est plutôt d'éviter la régression. Alain, un petit mot sur... Non, je rejoins ce qui s'est dit. Je pense qu'on parlait de la CSRD. Nous, on voit au niveau des entreprises la mise en application d'un certain nombre d'attendus, peut-être d'une complexité, mais folle. On ne s'en rend pas compte, mais ça nécessite une organisation, une réorganisation des entreprises. Voire un emploi, hein, même, voire plein, même des emplois, pour pouvoir être certain de traiter correctement l'attendu des pouvoirs publics. Moi, je pense qu'on a besoin d'un choc de simplification. Pas d'alléger forcément, parce que peut-être que le texte initial a tout son sens et l'attendu de ce texte a tout son sens, mais je vais prendre mon prisme de l'entreprise. On a bien souvent besoin d'un choc de simplification pour être à l'aise justement dans la mise en application rapide de l'attendu. Et ça, c'est un point qui, pour moi, est fondamental. Je me répète, on parlait de la CSRD, de la CS3D. Tout ça est évidemment guidé par le bon sens. Ça n'est pas remis en cause par les entreprises, bien évidemment. Par contre, ce que demandent les entreprises, c'est d'être accompagnées et d'avoir peut-être une simplification pour mettre en application rapidement et facilement ces attendus. Merci beaucoup à vous tous. C'est déjà la fin de notre session. Merci à tous les quatre.
pour vos témoignages. Très bonne journée.